les deux faces de la vie du président Ouattara et pourquoi sa succession sera une équation difficile. Né le 1er janvier 1942 à Dimokro, le président Alassane Ouattara est le fils d'un riche commerçant et d'une mère au foyer. De par ses origines familiales et son parcours universitaire prestigieux, n'importe qui aurait deviné qu'il aurait une brillante carrière, tel fut effectivement le cas. Diplômé en économie de la célèbre et prestigieuse University of Pennsylvania, communément appelée UPenn, Alassane Ouattara fit ses premières armes professionnelles au Fonds monétaire international appelé le FMI en tant que stagiaire, avant de devenir plus tard gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, et de retourner au Fonds monétaire international comme directeur général adjoint. Toutefois, si sa carrière professionnelle est allée comme sur des roulettes, il en va tout autrement pour son apprentissage politique. Où, appelé en renfort en Côte d'Ivoire en 1990 par feu Félix Houphouët-Boigny pour relancer l'économie qui était au bord de la faillite, Alassane Ouattara sera tour à tour acclamé puis persécuté pour la nationalité douteuse entre guillemets, juste parce qu'il a bénéficié d'une bourse d'études du gouvernement des États-Unis en tant que citoyen burkinabé, nationalité qu'il n'aura de cesse de démontrer et qui lui coûta 2, sinon presque 3 échéances électorales présidentielles. Toutefois, et bon, là il faut s'arrêter pour justifier les choses. L'article nous parle d'abord du président Ouattara, ce n'est pas un fait nouveau, c'est pourquoi je ne m'arrête pas. Tout le monde sait qu'il est né en 1942, on connaît son papa, on connaît sa maman, il est né à Dimokro, il a fait l'une des meilleures universités, c'est ce que l'article nous dit, il a connu une carrière brillante à l'international, et maintenant le monsieur revient pour nous dire, effectivement, sa nationalité a posé problème parce que, effectivement, ce que les gens oublient là, c'est que, par exemple là, moi je suis venu dans un cadre international aux États-Unis, c'est un exemple que je prends. Mais est-ce que parce que les États-Unis m'ont donné une certaine opportunité, est-ce que cela fait de moi un Américain? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire, même Doufou, ne donnait pas des bourses à des Sénégalais, à des Maliens? Mais est-ce que ces Maliens, ces Sénégalais sont des Burkinabés? Non. Et donc c'est la même cas. Ce que vous oubliez, c'est que le monde là, ce que les gens pensent là, les vrais panafricanistes là, c'était les Félix Houphouët-Boigny, c'était les Modibo Keïta, c'était nos parents qui ont créé le Rassemblement démocratique africain là. Les Lamizana là, c'était eux les vrais panafricains. Le panafricanisme là, ça n'a pas commencé en 2020 avec les Kémy Séba. Enlevez ça de vos têtes. Le vrai panafricanisme là, ça a commencé quand les Noirs d'Afrique déportés dans les Amériques ont pris conscience. Et se sont dit pourquoi ne pas un jour revenir à nos sources. Ça va avoir plusieurs courants, mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais nos pères, après les indépendances, comme les Lamizana, comme les Kizerbo, comme les bien d'autres, comme les Léopold Sédar Senghor, comme les Félix Houphouët-Boigny, comme tout ce qu'on vient de citer, les Modibo Keïta, ils aimaient l'homme africain. Et pour eux là, les noms que nos pays ont n'étaient que des flatous vossis. Vous allez voir Senghor aider des Ivoiriens. Vous allez voir Alassane Ouattara ou Félix Houphouët-Boigny donner des bourses d'études à des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, parce qu'à la fin de la journée, ça aidait l'Afrique. C'est dans un tel cadre que le président Ouattara a bénéficié d'une bourse de l'État burkinabé. Mais ça ne veut pas dire qu'il était burkinabé. Sinon là, tous ceux qui étaient des burkinabés, des Maliens, à qui Houphouët a donné des bourses là, c'est qu'eux aussi là, ils ne sont pas sénégalais, ils ne sont pas maliens, ils sont pas burkinabés, ils sont ivoiriens. C'est pas parce que je suis venu étudier avec une bourse d'études rwandaise que je deviens rwandais au Rwanda ou bien quelque part. C'est que les gens oublient. Le contexte compte dans toutes choses. Au moment où ces gens-là gagnaient ces bourses-là, les Alassane Ouattara et les autres là, avec bien d'autres Africains là, les vrais pères de notre Afrique aimaient l'Afrique et aimaient l'homme africain. Ils n'étaient pas dans la politique politicienne. Ce n'était pas un problème pour Kizerbo, ce n'était pas un problème pour Lamizana, ce n'était pas un problème pour notre père Modibo Keïta d'aider un Malien, d'aider un Daoméen, d'aider un Burkinabé, d'aider n'importe qui. Et donc, les gens font un amalgame facile pour essayer de, comme il a eu une bourse d'études
américaine, donc il est américain. Comme il a une bourse d'études burkinabé, donc il est burkinabé. Mais quand on leur dit, comme aussi il y a des milliers d'Africains qui ont eu des bourses d'études ivoiriennes, il faut les aider. Mais pourquoi ceux-là ne sont pas ivoiriens? Vous voyez que votre thèse ne tient pas. Toutefois, loin de se laisser démonter par tant d'obstacles, qui s'apparentaient parfois à de véritables pots de banane, il a toujours su s'armer de courage, de persévérance et de patience jusqu'à son ascension finale à la magistrature suprême en avril 2011. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la politique, ça s'apprend. Alassane Ouattara, quand il est venu en 1990 en politique, il était venu en tant qu'un fonctionnaire international dans la politique. Et le vieux, même si vous lui demandez, est-ce qu'en ce moment, il pensait à être président? Il dit non, 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 j'étais venu d'abord pour une mission. Et quand il a fini sa mission, il était plus un homme d'action concrète qu'un politicien. Mais c'est quand il va dire que je suis opposant là, c'est là maintenant il rentre dans la politique. Sinon, tu peux être parmi les politiciens, mais tu n'es pas encore un politicien. Tu peux être là en train de toujours crier sur Internet. Ça ne te fait pas un politicien. Peut-être comme moi, peut-être je suis un théoricien de la politique ou même un observateur de la politique. Mais c'est quand tu vas plier les manches là et puis tu rentres dedans là. Et puis maintenant là on te donne des coups. Et puis toi-même tu donnes des coups là. C'est là on dit que tu fais politique. Sinon là, tu vas faire 1000 ans assis dans les gradins là. Si tu ne descends pas pour jouer là, c'est pas parce que tu as fait 1000 ans que tu sais commenter là que tu es un politicien. Et ça là, si je dis ça là, ça tiens, je suis en train de dire, Chakadjan, bienvenue dans la politique. Tu pensais que ça allait être facile. Laurent Gbagbo là, il a appris politique. Félix Houphouët-Boigny a appris politique. Bédié là, il a appris politique. Alassane Ouattara a appris politique. Toi, tu ne vas pas échapper. Et ça, il faut que tu sois d'accord avec ça. On ne peut pas confier un pays où on ne peut pas faire de la politique si on n'est pas préparé. Mais pour être préparé, c'est comment on est préparé. C'est quand tu viens sur le terrain là, tu prends coup de marteau, tu prends coup de pilon, tu prends coup de tête. Et c'est ça qui va te forger. Et ça, tu ne peux pas le faire en 2 ans. Tu ne peux pas le faire en 1 an. Donc là, tu ne peux pas être un homme impréparé et dire que tu es déjà capable de diriger, c'est faux. Tu ne connais pas le peuple ivoirien dans sa diversité. Comme le peuple ivoirien doute grandement de toi parce qu'il ne te connaît pas. Et donc tout ça, là, il va falloir lever ça. Après là, ceux qui sont contre toi, c'est-à-dire nous autres, on va lutter contre toi. Et on va tout faire pour te casser politiquement. Si on échoue, c'est là que maintenant, tu pourras te lever. Même le FPI-PPACI là, eux aussi, ils vont te casser. Ils t'ont déjà dit qu'ils n'ont pas besoin d'un banquier. C'est comme ça la politique. Ceux qui rient avec toi là, te plantent le couteau dans le dos. Ce n'est pas un terrain qui est fait pour l'amusement. On veut la même chose. Et comme tout le monde ne peut pas avoir la même chose, que tout le monde aura la même chose là, on s'utilise les uns les autres jusqu'à ce qu'on arrive là. Et il n'y a pas de sentiment là-dedans. On n'aura pas pitié de toi. Et c'est ça qu'on appelle la vraie formation politique. Elle s'apprend sur le terrain. Il est certes vrai que dans sa jeune histoire, la Côte d'Ivoire a connu d'autres chefs de l'exécutif, à commencer par Félix Houphouët-Boigny, que l'on appelle le père de la nation, notamment pour avoir lutté contre le colonisateur. On en a connu l'exemple de Laurent Gbagbo, et nous en avons vu des vertes et des pas mûres du tout. Mais il faut reconnaître que le parcours du docteur président Alassane Ouattara, principalement, fait des persécutions, d'humiliation, de frustration, mais de vision, de résilience et surtout de courage, d'espérance et même d'espoir, n'est à nul pareil et pour cette seule raison, mérite qu'on s'y attarde. On a connu Houphouët, on a connu Gbagbo, on a connu tous. Mais à la vérité, qui a persécuté Félix Houphouët-Boigny? C'était le colon blanc. Qui a persécuté Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo aurait été son propre bourreau. Et pour avoir été son propre bourreau, Laurent Gbagbo n'a jamais accepté d'apprendre la gestion politique. Tu peux connaître la politique dans son fonctionnement, dans sa fourberie. Mais la gestion de l'État, ça s'apprend. La première personne qui a persécuté Laurent Gbagbo, c'est lui-même. Je me souviens encore du discours
de Wasena qui dit que par 3 fois, c'était dans Fraternité Mater, 3 fois, Oufou a dit à Laurent Gbagbo, viens apprendre la politique, viens apprendre la gestion de l'État. Non, je ne vais pas être corrompu, je ne vais pas être corrompu. Mais quand tu es venu au pouvoir, là, c'est ton impréparation qui nous a conduit au chaos. Si tu avais appris à gérer l'État, faire de la politique, là, c'est facile. Tu peux critiquer. Mais est-ce que tu as appris comment on gère? Est-ce que tu as participé à des conseils des ministres? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Internet. Mais quand tu es en face de la réalité, quand on t'explique les vraies réalités, là, tu deviens calme. Mais tu n'as pas appris ça. C'est la même erreur que Tidjam Thiam est en train de commettre. Laurent Gbagbo, lui, il avait un avantage, c'est qu'au moins les Ivoiriens le connaissaient. Mais toi-même, en plus d'être un impréparé politiquement, on ne te connaît pas. Et tu ne connais pas aussi le peuple ivoirien. Et donc pour toi, ça sera encore 2 fois plus grave. Et tu vas conduire la Côte d'Ivoire 2 fois plus gravement dans le chaos que Laurent Gbagbo. Ce que Laurent Gbagbo a fait là, c'est petit. Tidjam Thiam va multiplier ça par 2. En termes de mauvaises actions. Et donc, Laurent Gbagbo aura été son propre bourreau parce qu'il ne s'est jamais formé à la gestion d'un État. Mais Laurent Gbagbo encore sera doublement son propre bourreau parce qu'étant historien, il n'a jamais pris le temps d'analyser les faits historiques et de se corriger. Et aujourd'hui, son destin est en train de le torturer. Son destin le torture tellement que lui-même, il veut qu'on parle de tout sauf de son bilan. Mais dans le cas du président Ouattara, il n'a pas été torturé par le colonisateur. Il ne s'est pas torturé lui-même. Mais il a été torturé par des persécutions. Quand on prend la mère du président et qu'on lui dise « va dire que ce n'est pas ton enfant », en tant que pour une mère africaine, vous savez ce que cela veut dire. Quelle humiliation le président Ouattara n'a pas subi. Quelle frustration le président et ses militants n'ont pas subi. Mais il est toujours resté digne, avec une vision. Il est toujours resté sur un chemin, comme quelqu'un qui est en pleine mer dans une tempête, mais qui dit « je dois vivre ». Je dois vivre. Ça me rappelle le livre « Le vieil homme et la mer » Diego. Les gens pensaient qu'il partait en mer pour pêcher, alors que l'objectif, ce n'était pas ça. C'était de se mesurer à la vie. De se mesurer à la dureté de la vie et de toujours sortir vivant. L'objectif n'était pas de pêcher du poisson. Je fais une interprétation philosophique du livre en question. C'est un livre de Hemingway pour ceux qui veulent lire. Mais ce n'est pas l'explication littéraire que je fais. Je suis dans l'explication philosophique. Parce que la vie elle-même ne vaut rien si nous ne pouvons pas résister en face du danger. Si nous ne pouvons pas nous mesurer au danger, comment est-ce que nous pouvons apprécier le goût de l'espoir? Si nous ne pouvons pas lutter contre le mal, comment nous pouvons savoir que le bien peut nous faire du plaisir? Mais Alassane Ouattara est resté résilient, dans un courage et avec beaucoup d'espoir, avec même beaucoup de difficultés qu'il arrive au pouvoir. Il aura été l'homme politique ivoirien qui a le plus souffert. Ça, il n'y a pas de doute. Quand on pense à Alassane Ouattara, ce qui vient en tête, c'est la lutte perpétuelle pour la reconnaissance de son ivoirité. Année de braise, des tribulations, etc. D'un autre côté, quand on ne voit que le nom d'Alassane Ouattara, c'est la rigueur de la gestion, l'éthique du travail, lutte contre la corruption, la gabegie, la gestion axée sur les résultats, la formation, la constitution d'un capital humain de qualité, la cohésion sociale et la réconciliation, la renaissance et le rayonnement de la Côte d'Ivoire, etc. Quand on parle d'Alassane Ouattara, c'est celui-là qu'on avait voulu taxer d'étrangers, mais qui est arrivé. Petit à petit, tous ceux qui l'ont traité d'étrangers sont venus dire au public qu'on s'est trompé. Tous ceux qui l'ont combattu sont venus dire qu'on l'a combattu sur le faux. Mais Alassane Ouattara, la première chose qu'on se souvient de ce nom-là, c'est celui qui aura été rigoureux, qui a dit à Oufo, tu vas payer tes impôts, qui s'est fait détester par la famille Ounien, qui s'est fait détester par les barons du PDCI, qui prenait des impôts avec les étrangers en Côte d'Ivoire. Que quand Alassane Ouattara vient leur dire, chers dirigeants des communautés étrangères, au lieu que les dirigeants du PDCI prennent des impôts locaux avec vos représentants, vos chefs de communauté, on va imposer une somme de 5 000 francs pour qu'on ne puisse plus prendre des sommes avec vous. Voilà l'origine de la carte de séjour que le PDCI ne veut pas qu'on explique au grand jour. Et donc on aurait pu parler de l'homme Alassane Ouattara
Pour ce qui est de ses qualités et de ses valeurs, cet homme en est doté. Il n'y a qu'à observer ses actions et ses décisions. Même sans jamais l'avoir côtoyé, l'on connaît sa grande résilience face aux vicissitudes politiques, son niveau exceptionnellement élevé de courage et de patience et de persévérance, sans mentionner ses solides compétences en matière de prise de décision. Loin de l'affaiblir, toutes ces épreuves ont plutôt contribué à l'affermir dans ses actions et à renforcer sa confiance en soi. Bien entendu, un leader de sa trempe sait dire non en établissant les limites nécessaires. Et donc vouloir parler d'Alassane Ouattara, ce serait vraiment dire que le soleil se lève à l'ouest et se couche, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et que la terre tourne. Tout le monde le sait déjà. Il va sans dire qu'au cours de sa vie, il a su développer la capacité à apprendre de ses propres erreurs et de ses échecs sur lesquels il a à peine le temps de s'y attarder, si ce n'est pour s'en servir comme des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Enfin et naturellement, il possède une approche proactive de la vie qui lui permet de prendre les mesures nécessaires pour que, au lieu d'attendre que quelque chose se produise. Et ceci étant, il faut dire que les imitateurs du docteur président Alassane Ouattara seront nombreux, mais que très peu y parviendront. Mais le plus dramatique et peut-être le plus inquiétant de tout ça, c'est la succession au docteur président Alassane Ouattara, car il a mis la barre si haut que quiconque voudra entrer dans ses souliers devra certainement déployer des efforts exceptionnels pour espérer durer au pouvoir. Une façon de dire qu'on aura beau gloser sur lui, le président Alassane Ouattara marquera d'une manière positive et durable la jeune histoire de notre Côte d'Ivoire. C'était une analyse de Monsieur le docteur Oussou Kwame Rémy, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké au département d'anthropologie et de sociologie. Et donc, avec tout ce qu'on venait de vous dire sur le président, la grande question qui se pose, c'est que au RHDP, ça ne sera pas toujours facile. Mais je crois qu'il y a aussi quand même, il faut espérer, certains du RHDP. Le président même est conscient que le trou qu'il laisse est grand, mais en même temps aussi, il y a des personnes très dignes autour du président qui ont compris aussi. J'ai causé avec beaucoup qui me disent la marque du président va toujours demeurer et nous saurons comment nous en servir. Et donc, à l'analyse de ce frère, de ce docteur-là, ça ne sera pas chose facile, mais il y a des hommes qui sont là, qui apprennent et qui feront aussi. Parce qu'on n'avait pas prévu Alassane Ouattara quand Oufo était là. C'est comme ça. Il aura aussi des plus grands que Alassane Ouattara. Et c'est le souhait même du président Ouattara que ce qu'il va laisser soit plus grand que lui, parce que ça sera pour le bonheur des Ivoiriens, et Dieu permettra cela.